Bonsoir, merci de nous rejoindre sur Télésud. Découvrons ensemble les titres de cette nouvelle édition de ce vendredi 13 janvier. Au Bénin, hausse du prix de l'essence dans le secteur formel. D'ordinaire, plus de la moitié des conducteurs béninois ont l'habitude de recourir au carburant de contrebande en provenance du Nigeria voisin, communément appelé le paillot. Mais cette pratique risque de prendre fin très bientôt car le produit pétrolier a disparu sur le marché informel béninois. Le rapport commandé par le juge antiterroriste Trévidic désigne indirectement les extrémistes hutus comme les auteurs de l'attentat contre l'avion du président Habyarimana, un attentat qui donna le 6 avril 1994 le signal du génocide des Tutsis et du massacre des Hutus démocrates planifié de longue date. Et puis nous parlerons de Haïti qui a marqué hier le 2e anniversaire du séisme dévastateur de janvier 2010 qui a ravagé le pays, toujours confronté au défi de la reconstruction et du relogement de centaines de milliers de sans-abri. Un jour de deuil national a été observé et des cérémonies solennelles se sont tenues dans plusieurs cimetières du pays en mémoire des morts de la plus grave catastrophe naturelle de l'histoire haïtienne. Et nous commençons ce journal avec le Bénin. Face à la hausse du prix de l'essence vendue dans le secteur informel, le gestionnaire de la Société nationale de commercialisation des produits pétroliers, les gérants des stations-service et propriétaires des essenceries du secteur formel ont tenu une réunion de crise pour prendre des dispositions afin de renforcer le secteur formel et garantir le prix du carburant à la pompe pour les populations béninoises. Reportage de notre correspondant Massimien Benoît. Les clients des vendeurs de l'essence paillot ou frelatés aux abords des voies ruent vers les essenceries qui les avaient perdus de vue il y a longtemps. La suppression de la subvention de l'État sur les produits pétroliers au Nigeria a fait monter le prix de l'essence de contrebande par rapport à celui des stations-service. Des affluences qui surprennent le secteur formel, une décision qui a des répercussions sur tous les États voisins du Nigeria. Il faut donner du temps pour voir si la mesure sera pérenne et analyser les conséquences que cette mesure-là aura à court et à moyen terme sur l'approvisionnement en carburant. Des réunions d'urgence pour juguler la crise pétrolière au Bénin. La première a rassemblé les gérants de stations, la seconde, les gestionnaires de dépôts et la troisième assise, les propriétaires de stations. La conclusion qui est sortie est que la Sonacop établit des tickets valeurs de crise qui nous seront distribués et nous allons, à notre tour, vendre ça aux clients avec délai de se présenter parce qu'il y aura trop d'affluence et les gens ne pourront pas être servis à la fois. Donc nous allons programmer le ravitaillement. Nous avons le stock suffisant pour faire face à la demande. Le seul problème qui va se poser, c'est comment mobiliser ce stock des dépôts vers les stations d'essence. Les solutions sont donc envisagées pour résorber cette crise du pétrole au Bénin. Les syndicats du pétrole du Nigeria ont menacé jeudi d'arrêter la production à partir de dimanche en soutien à la grève générale contre la hausse des prix des carburants qui paralyse le pays depuis le début de la semaine. Le président du Congrès des travailleurs du Nigeria a annoncé ce vendredi une suspension des manifestations le week-end alors que des négociations sont prévues samedi avec le gouvernement pour trouver une solution à cette grève générale qui a mis des centaines de milliers de manifestants dans les rues comme jeudi à Kano au nord du Nigeria et a été marqué par des heurts et ont fait même plusieurs morts depuis lundi. 4 personnes ont été tuées par balle mercredi par des inconnus devant une station-service de Potiskum, une localité du nord du Nigeria. L'ancien président tchadien Hissène Habré reste encore au Sénégal. C'est ce qui ressort de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Dakar, qui a rejeté la demande d'extradition de l'ancien dictateur formulée par la Belgique. Hissène Habré est accusé de crimes contre l'humanité et réfugié à Dakar depuis sa chute en 1990. La juridiction a invoqué 2 vices de forme. Tout d'abord, la requête n'est pas conforme aux dispositions légales en matière d'extradition. Et d'après le ministère sénégalais de la Justice, la Belgique n'aurait pas livré de documents authentiques à l'appui de sa demande, mais des copies. Et ensuite, le procès-verbal de l'arrestation et la mise sous écrou de Habré n'ont pas été joints à la procédure. Donc, c'est la seconde fois que la Cour d'appel de Dakar rejette une demande d'extradition, toujours pour des questions de vices de forme.
Presque 18 ans après les faits, les conclusions de l'expertise technique commandée par les juges d'instruction Marc Trévidic et Nathalie Pou ruinent les scénarios échafaudés jusque-là par la justice française sur l'attaque de l'avion du président rwandais Juvenal Habyarimana le 6 avril 1994 à Kigali, qui a coûté la vie au président. Un attentat qui a été le déclencheur du génocide rwandais. En 100 jours, 1 million de personnes, hommes, femmes, enfants ont été massacrés pour être nés Tutsis ou pour s'être opposés à cette extermination. Le rapport commandé par le juge Trévidic désigne indirectement les extrémistes Hutus comme les auteurs de l'attentat contre l'avion du président Habyarimana. Des précisions, notre correspondant Jérôme Mugabo. C'est en 2008 que le juge Marc Trévidic a ordonné des investigations techniques qui auraient lancé l'enquête sur l'attentat contre l'avion du président Habyarimana, l'origine du déclenchement du génocide au Rwanda, où plus de 800 000 Tutsis ont péri seulement dans 100 jours. Le 10 janvier 2012, Trévidic a publié son rapport. Contrairement aux conclusions des rapports précédents, les missiles qui ont abattu l'avion ont été lancés depuis le camp militaire de Kanombe, contrôlé par les gardes présidentielles, non pas de la ferme de Masaka, la position de FPR. Et maintenant, on se demande si ce rapport pourra renforcer les relations entre le Rwanda et la France. Mon sentiment, le premier sentiment, c'est que ce rapport va apporter beaucoup plus de rapprochements entre Kigali et Paris, d'autant plus que ces rapports qui viennent de supprimer les intentions selon lesquelles c'est le régime de Kigali qui est en place qui aurait fait l'attentat sur l'avion du président Habyarimana. Fin 2006, le Rwanda avait rompu ses relations diplomatiques avec la France après la publication du rapport résultat de l'enquête du juge antiterroriste français Jean-Louis Bruguière qui a émis 9 mandats d'arrêt visant de proches du président Paul Kagame. Selon certains Rwandais, il est possible que le rapport Trévidic influence la suppression de ce mandat. Je suis sûr que dans peu de temps, ces mandats d'arrêt vont être supprimés parce qu'aujourd'hui, tout le monde connaît la vérité. D'autres acteurs de la société civile pensent que les recherches doivent continuer afin que la vérité règne. Il est important que les recherches continuent. Il ne faut pas que nous nous basions seulement sur ce rapport. Comme ça, tout le monde comprendra la vérité. Au Congo-Brazzaville, l'utilisation par la population des pièces de monnaie, précisément les pièces de 50 francs CFA, suscite réaction et controverse de la part des vendeuses et acheteurs. Pourtant, ces pièces sont encore en circulation au sein de la communauté monétaire d'Afrique centrale. Enquête sur place, Boris Agapit Miatoloka. Controverse entre vendeuses et acheteurs dans certains marchés de Brazzaville en République du Congo sur l'utilisation des pièces de monnaie. Les vendeuses, sans raison majeure, n'acceptent plus les pièces de monnaie, précisément les grosses pièces de 50 francs CFA, à l'achat d'un article ou de tout autre objet. Je suis venue acheter des piques-cheveux. Ils ont refusé. Ils m'ont dit, pas avec cette grosse pièce de 50 francs. Incriminées, les vendeuses se justifient en apportant la précision que les pièces de monnaie rangées par l'usure devraient être mises hors d'usage. Comme ça, tu peux nettoyer ça comment? Les écrits sont déjà partis. Tu vois ici, là, les machines n'existent plus. Tu vois, ça n'existe plus. Face à ce jeu de ping-pong, les spécialistes en monnaie et finances lèvent l'équivoque. Les pièces de monnaie, quel qu'en soit leur état, restent utilisables, déduisent-ils. Les Congolais n'ont pas à avoir peur. Les billets épais de 100 francs ou de 50 francs, les billets que vous dites de 50 francs qui ont parfois le chiffre 50 effacé d'un côté ou effacé complètement, c'est utilisable. Ces pièces de monnaie circulent encore au sein de la communauté monétaire d'Afrique centrale. En conséquence, les vendeuses n'auraient nullement raison à refuser leur utilisation par le consommateur congolais. Mouvement social des commerçants en Ouganda, les marchands et les propriétaires des commerces du pays sont en grève depuis 3 jours. Ils protestent contre la hausse des taux d'intérêt fixés par les banques. Le président ougandais Yoweri Museveni s'est entretenu avec les responsables de l'association des commerçants de Kampala hier et a prévenu qu'il ne céderait à aucune exigence. Récit de Linda Robert. La tension atteint son paroxysme en Ouganda. Les commerçants protestent contre une augmentation des taux d'intérêt. Marque de leur insatisfaction, les rideaux sont baissés.
Ils estiment que les taux d'intérêt actuels perçus par les banques commerciales sont trop élevés. La Banque centrale a augmenté son taux directeur à 23% depuis le début du mois de janvier, ce qui a incité les banques commerciales à accroître leur taux d'intérêt à 27% pour certaines d'entre elles. L'une des principales revendications concerne le retrait de leurs dépôts d'argent de ces banques commerciales. Une petite balade dans la ville de Kampala pourrait faire penser qu'il s'agit d'un jour chômé parce que les magasins sont fermés. La ville est devenue le terrain de conflit entre les commerçants, les banques commerciales, le gouvernement et la Banque de l'Ouganda. Les commerçants ont décidé de retirer leur argent des banques. Leurs banques tirent leurs ressources de ce qu'ils sont supposés payer. Et puis maintenant, elles augmentent le taux d'intérêt à un fort pourcentage. Les commerçants ont décidé la fermeture des stores de leurs magasins pendant 3 jours après le refus des banques commerciales de modifier leur taux d'emprunt. Les banques répliquent que la Banque centrale ne leur accorde que des emprunts à taux élevés, d'où la répercussion sur la fixation de leurs propres taux. Les commerçants ont cherché à recourir au gouvernement qui avait une réunion avec la Banque centrale et d'autres instituts financiers. La réclamation des grévistes n'a pas été prise en compte. Certains commerçants vont retirer leur argent des banques, mais la majorité n'a pas reçu cet argent parce qu'à l'intérieur de la banque, il y a un scepticisme. Les gens sont soupçonneux. Vous entrez, vous regardez autour de vous, il y a la sécurité. Vous ne savez pas si vous êtes en sécurité pour retirer cet argent. Nous allons continuer à retirer notre argent après les 3 jours de fermeture, tant que nous ne parviendrons pas à un accord avec les banques. La Banque de l'Ouganda aurait introduit ce taux dans le but d'infléchir l'inflation du pays. Les commerçants affirment qu'après 3 jours, ils laisseront au gouvernement une semaine de marge pour réagir face à cette situation avant de décider de la marche à suivre. Une quarantaine de médecins américains spécialistes en gynécologie et urologie à pied d'œuvre au Mali, venus de Kansas City aux États-Unis d'Amérique. C'est dans la commune rurale de Welles-Bougou qu'ils traitent gratuitement tous les malades souffrant de complications gynécologiques et urologiques. Nianian Aliou Traoré est allé à leur rencontre. 5e édition de la mission chirurgicale américano-malienne, cap sur la commune rurale de Welles-Bougou au Mali. 7 jours durant, une quarantaine de médecins pluridisciplinaires américains vont traiter des patients atteints de parasitose, de goitre, de tumeurs, de fibromes ou de kystes de l'ovaire. Une opération salutaire et vivement saluée par les bénéficiaires. Pour le maire de Welles-Bougou, cette expédition médicale américaine renforcera encore davantage la dynamique de coopération entre les deux pays. On est en train de former une relation où ce n'est pas seulement ces Américains qui viennent donner aux Maliens, mais c'est un partenariat où les Américains se joignent à des Maliens pour offrir des soins gratuits. Particulièrement cette année, nous avons bénéficié de la participation d'un urologue qui est venu pour la prise en charge des pathologies urologiques. On a aussi un chirurgien généraliste que chaque année, quand elle arrive, elle n'opère pas moins de 40 goitres. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a vraiment épatés. Autre fait marquant de cette mission, 18 écoles de la localité ont été également dotées de matériel de lavage des mains au savon. Haïti a marqué hier le deuxième anniversaire du séisme de Port-au-Prince, la capitale. Un séisme qui a tué plus de 200 000 Haïtiens. Une cérémonie commémorative a été organisée dans la capitale avec les représentants des familles des 103 employés de l'ONU qui ont perdu la vie dans ce séisme en 2010. Le secrétaire général Ban Ki-moon a appelé la communauté internationale à maintenir son aide vitale au pays. Leila Abliblay. L'envoyé spécial pour Haïti, Bill Clinton, a assisté à la cérémonie commémorative. Un diaporama de photos de collègues qui ont péri lors du tremblement de terre a été exposé. Au siège de la mission des Nations Unies en Haïti, les membres du personnel de l'ONU se sont rassemblés et ont déposé des roses blanches sur le site mémorial. Nous ne sommes pas ici simplement pour nous souvenir de ceux qui ont disparu dans la tragédie, mais aussi pour notre engagement pour l'avenir d'Haïti, parce que nous nous leur devons. Nous ne devons jamais oublier pourquoi ces 102 personnes étaient au travail au moment du séisme. Le tremblement de terre magnitude 7, le 12 janvier 2010, a coûté la vie à plus de 200 000 personnes. Et les Haïtiens se sont recueillis hier à l'occasion du 2e anniversaire du séisme, dans des sites où des collègues, collaborateurs, parents et amis avaient péri. Administration, écoles et commerces étaient fermés pour la journée.
Des marches pacifiques, des services religieux, des cérémonies d'hommage aux disparus, réflexions et débats ont été proposés aux populations. Mais depuis cette terrible catastrophe, plus de 500 000 Haïtiens sont sans logement. Et hier, le nouveau président Michel Martelly a promis des opérations de relocalisation de 4 600 familles dans leur quartier d'origine, qui commenceront à être effectives début mars 2012. L'association Soif d'éducation organise demain, samedi 14 janvier, un dîner de gala de charité à Asnières-sur-Seine, en région parisienne, à partir de 19 h jusqu'à l'aube. L'association Soif d'éducation lutte contre la non-scolarisation des filles et des jeunes filles mères en Afrique et notamment en Côte d'Ivoire. Durant cette soirée, l'élection de Miss Solidarité Afrique est également organisée. Et l'objectif de cette association est de récolter des fonds pour financer la scolarisation des filles et puis surtout construire un centre d'accueil pour les jeunes filles mères. Alors pour en parler avec nous, nous avons invité la présidente de l'association Soif d'éducation. Bonsoir, c'est Anne-Célestine Noailles. Oui, bonsoir. Patricia. Alors, vous êtes donc la présidente de l'association Soif d'éducation. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé pour créer ce centre d'accueil des jeunes filles mères? Ce centre, cette idée m'est venue pour qu'on puisse en fait garder les filles dans un lieu sécurisé. Parce qu'il y a plusieurs causes à la non-scolarisation des filles. Par exemple, le mariage forcé, les grossesses précoces et beaucoup d'autres facteurs, comme la violence à l'école avec les garçons. Donc nous voulons créer ce centre pour pouvoir accueillir les filles, pour qu'elles aient une certaine sécurité pour aller à l'école. Alors, est-ce qu'il y a une différence justement entre, par exemple, les jeunes filles mères ivoiriennes qui vivent en Côte d'Ivoire et puis les jeunes ivoiriennes en France? Il y a une différence de tradition, de culture? Oui, un peu quand même, parce que elles ne connaissent pas la problématique de la fille en Afrique, surtout la non-scolarisation des filles. Donc les jeunes filles ivoiriennes de France ne sont pas au courant de cette problématique de la non-scolarisation? Oui. Oui, dans 80% des cas quand même. Parce que les mamans qui devaient être au courant pour en parler aux filles ne le savent pas. Je le sais parce que quand j'étais à Hermont, on organisait des rencontres avec des femmes. Et quand on leur mettait les cassettes sur la non-scolarisation des filles, elles étaient elles-mêmes surprises que ce problème existait, et surtout en Côte d'Ivoire. Donc je me dis, de par leur non-information, leurs filles ne peuvent pas le savoir, puisque c'est la mère ou les parents qui transmettent, voilà, aux enfants. Alors, durant cette soirée, vous allez organiser donc une élection de Miss Solidarité Afrique. Combien de filles se sont présentées et puis quel sera le rôle de l'heureuse élue? En fait, on a eu au départ quand même une centaine de filles. Et là, en finale, on a 10 filles. En fait, l'élection Miss Solidarité Afrique a été émise parce que nous voulions sensibiliser en fait dans le milieu jeune. Donc, nous avons décidé d'organiser l'élection Miss. À travers l'élection Miss Solidarité, nous les sensibilisons à la non-scolarisation des filles en Afrique. Donc, le résolu aura un billet d'avion pour aller visiter nos centres en Afrique. En Côte d'Ivoire, parce que c'est là-bas qu'on connaît le mieux. Et puis, je pense au Mali aussi, puisqu'il y a une dame qui s'occupe aussi des filles là-bas. Et pourquoi ce sont seulement les filles qui ne sont pas scolarisées et les garçons? Parce que c'est culturel, beaucoup culturel et aussi financier. Quand le papa n'a pas d'argent, il préfère emmener le garçon à l'école parce qu'il se dit c'est le garçon qui va réussir. La fille, elle peut se marier pour réussir, c'est ce qu'il disait. Donc maintenant, c'est pour ça, je pense, qu'il y a ce problème-là. Beaucoup culturel, voilà. Très bien. Alors, je rappelle que la soirée, c'est demain, samedi. Quel est le montant que vous attendez pour finaliser ce centre d'accueil de jeunes filles mères? Nous avons besoin vraiment, le montant, 15 000 € pour finaliser ce centre. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Anne-Célestine Noailles, présidente de l'association Soif d'éducation. Et je rappelle donc que c'est demain, à partir de 19 h, à Asnières-sur-Seine, que vous donnez ce dîner de gala de charité. Au Salon Mangrove, c'est au 248 avenue des Grésillons, à Asnières-sur-Seine.
Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. C'est la fin de cette édition. Le rappel des principaux titres. Au Bénin, hausse du prix de l'essence dans le secteur formel. D'ordinaire, plus de la moitié des conducteurs béninois ont l'habitude de recourir au carburant de contrebande en provenance du Nigeria voisin, communément appelé le paillot. Mais cette pratique risque de prendre fin très bientôt car le produit pétrolier a disparu sur le marché informel béninois. Le rapport commandé par le juge Trévidic désigne indirectement les extrémistes Hutus comme les auteurs de l'attentat contre l'avion du président Habyarimana, un attentat qui donna le 6 avril 1994 le signal du génocide des Tutsis et du massacre des Hutus démocrates planifié de longue date. Et puis Haïti a marqué ce jeudi le 2e anniversaire du séisme dévastateur de janvier 2010 qui a détruit le pays, toujours confronté au défi de la reconstruction et du relogement de centaines de milliers de sans-abri. Un jour de deuil national a été observé et puis des cérémonies solennelles se sont tenues dans plusieurs cimetières du pays en mémoire des morts de la plus grave catastrophe naturelle de l'histoire haïtienne. Merci de nous avoir suivis, merci de votre attention. Demain, rendez-vous, c'est le JT de week-end à 21h. Et puis une édition tout en images, bien sûr. Et puis lundi prochain, vous retrouverez Nédia Paliakara à 21h pour un nouveau journal télévisé sur Télé Sud, bien sûr. Passez une excellente soirée en notre compagnie et surtout, reposez-vous bien.